Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de diagnostic organisationnel parce que ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années en fait, que je réfléchis parce que les consultants, comme moi, mais comme tout plein d'autres consultants, moi je suis une petite boîte, mais il y a des petites, des moyennes, des grandes boîtes de consultants, on n'a pas toujours la bonne réputation. Et je sais qu'il y a des firmes qui sont beaucoup utilisées dans les grandes organisations, puis sans nécessairement nommer des organisations ou nommer des firmes, c'est pas, je pense pas que ce soit tous les consultants qui ont le même niveau de rigueur et de professionnalisme et d'éthique. Donc ça, c'est les réflexions derrière l'idée de parler de diagnostic organisationnel aujourd'hui. Également, à tort ou à raison, on a souvent tendance à penser que le diagnostic organisationnel se fait essentiellement par des consultants externes, alors que c'est pas toujours le cas. Puis il y a certaines fonctions, dont la fonction RH évidemment, mais j'ai vu aussi des ingénieurs ou encore des gens en communication ou d'autres fonctions effectuer des diagnostics organisationnels. Puis dans les dernières années, j'ai vu aussi beaucoup de demandes pour des postes en DO. J'ai vu aussi beaucoup de titres se transformer vers conseiller en diagnostic organisationnel, etc. Et c'est des bien grands mots, évidemment. C'est pas tout le monde qui comprend exactement qu'est-ce que c'est que le DO, mais ça se fait essentiellement à l'externe, mais aussi à l'interne. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler pas d'une méthodologie parce que, sérieusement, tu vas sur Google puis tu en as une méthodologie. Le secret passe pas par la méthodologie, c'est même instinctif. Le secret passe par certains éléments, des trucs et astuces. Donc, j'en ai 4 que j'ai envie de te partager aujourd'hui pour conclure avec 3 grands conseils que je pense qui sont primordiaux à mettre en application quand on est dans un mandat, interne ou externe, de diagnostic organisationnel. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigie RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Donc, mon premier truc et astuce, c'est de s'assurer qu'au départ, lorsque j'ai à effectuer un diagnostic organisationnel, que moi et l'autre partie, on s'entende sur l'envergure des travaux. Ça veut dire ça commence où, ça arrête où. Quand on est un consultant externe, c'est relativement facile parce que c'est l'offre de service qui va venir faire foi de tout, alors que quand on est à l'interne, c'est un peu différent. Donc, qu'est-ce que je veux diagnostiquer au juste? Est-ce que je veux faire un diagnostic des structures, des communications, des compétences, de la performance organisationnelle? Donc, qu'est-ce que je veux exactement diagnostiquer? Parce que éventuellement, je vais peut-être demander de la documentation pour analyser. Si, par exemple, c'est un diagnostic sur les pratiques de gestion, mais je vais peut-être vouloir analyser les documents relatifs à la gestion dans l'entreprise, gestion RH, gestion financière, etc. Je pourrais aussi vouloir diagnostiquer la performance organisationnelle. Et pour ça, en tout cas, moi, je veux toujours voir les chiffres. Mais ça peut être un peu malaisant ou il peut y avoir une résistance si je demande des états financiers, par exemple. Si je me suis pas si j'ai pas expliqué l'envergure de mes travaux, jusqu'où je veux aller et que je me suis pas entendue avec l'autre partie, je vais avoir un problème dans la phase de diagnostic, dans la phase d'analyse. Et je vais même peut-être aussi avoir un problème lorsque je vais présenter mes conclusions, mes constats. Parce que les attentes
si elles doivent être au même diapason, elles doivent être au même endroit. Donc, gérer les attentes entre les deux parties, c'est vraiment, ça fait partie intégrante des premières étapes du diagnostic organisationnel. Ensuite, la communication. Puis là, je dis la communication, la communication, la communication, la communication, la communication. Il ne faut tellement pas négliger cette partie-là, c'est la plus importante. C'est celle qui va servir à présenter, à expliquer, à entamer une démarche. Et la personne la plus influente devra toujours faire la communication. Puis là, je donne un exemple. Je fais un diagnostic relève, par exemple, et je veux pas que ça soit mon consultant ou mon consultant interne ou externe qui fasse la première approche. Je veux que ça soit mon président. Je veux que ça soit la personne la plus haute placée, celle qui va légitimer le mandat de DO. Mais une chose est importante, c'est qu'il faut contrôler les communications. C'est pas parce que je veux que ça soit le président qui fasse la communication que je vais nécessairement donner la tâche au président de rédiger la communication. Moi, comme consultante externe, je rédige toutes les communications. C'est sûr que les employés, ils savent que c'est pas le président qui a rédigé, c'est pas sa plume habituelle mais c'est pas grave. L'important, c'est moi, je veux contrôler les communications pour que tout ce qui va être communiqué va être cohérent et va être la même chose. Donc, ça va être des messages qui vont être homogènes, ça va être des messages qui vont être cohérents et qui vont expliquer avec la communication 101, le quoi, le qui, le pourquoi, le où, le à qui, le avec qui, toutes les questions 101 qu'on doit se poser, je vais m'assurer de les intégrer dans mon plan dans ma communication initiale. Et tout au long du mandat. Et souvent, on ne communique pas parce qu'on n'a rien à communiquer, mais ça, c'est une erreur. Si tu n'as rien à communiquer, tu communiques que tu n'as rien à communiquer. Et ça, moi, je le dis d'entrée de jeu, je vais vous faire des suivis au fur et à mesure. Et dans des périodes où je vais voir qu'il y a des délais d'attente pour X raisons, je vais quand même vous communiquer pour vous dire que il n'y a rien qui s'est passé dans les 2 dernières semaines pour telle raison et je vous reviens dans 3 semaines. Fait qu'au moins, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Il faut que la personne ou les employés sachent qu'est-ce qui s'en vient. Ce qui m'amène au 3e truc et astuce, parce que je pense qu'il y a un certain lien avec ça, c'est qu'il faut créer un espace sécuritaire. Donc, c'est sûr que la communication va permettre de sécuriser les employés et les dirigeants, mais ça va au-delà de ça aussi, hein, c'est de créer des liens de confiance, la confidentialité. Ah, moi, je dis toujours, je ne communiquerai pas, même aux dirigeants, c'est eux qui payent, là, c'est mon client, je ne communiquerai pas des résultats individuels, à moins que je trouve que ce soit nécessaire et dans cette avenue-là, j'aurai informé la personne, l'employé, de tout ça, j'aurai son accord. Puis je dis la même chose, évidemment, à l'employé. Ce qui se dit entre toi et moi, ça reste entre toi et moi. Je vais en tirer des constats plus globaux. Mais si pour X raison, je considère que c'est important d'en mentionner, je vais te le demander. Je vais te le laisser savoir, puis tu vas me donner ta permission. Donc ça vient boucler le lien de confiance. Le lien de confiance, il doit être hermétique entre le consultant interne ou externe puis les employés. Les employés, parce qu'au final, moi, mon client, puis le conseiller interne, ça devrait être la même chose. Mon client, c'est pas le président, c'est pas le directeur général, c'est pas les gestionnaires, c'est pas non plus les employés. Moi, mon client, c'est la personne morale ou l'organisation. Est-ce que, en ce moment, ce qu'on fait, c'est dans les intérêts de l'organisation? Alors, ça me permet de me sortir de toutes sortes de situations parce que si je commence à ne plus filtrer l'information, mais c'est pas bon pour l'organisation que je mette des gens en boîte. Alors, l'espace sécuritaire pour que les gens puissent communiquer, s'exprimer,
présenter leurs informations parce que sinon je me coupe aussi. Si la personne n'est pas dans un lieu sécuritaire et de confiance, elle ne me donnera pas toutes les informations dont j'ai besoin et je vais probablement perdre de l'information. Donc, la bienveillance, le respect, l'ouverture, la compréhension sont vraiment des qualités super importantes là, pour s'assurer de créer des espaces sécuritaires. Mon 4e truc et astuce, c'est qu'un rapport, ce n'est pas fait pour tabletter. D'abord, moi, j'utilise pas rapport. Moi, je ne dépose pas des rapports. Moi, je dépose des propositions d'ateliers. Évidemment, dans cette proposition-là, je fais des constats, je propose des solutions, mais ce n'est pas le consultant qui doit prendre la décision de ce qui est important pour l'organisation. C'est l'organisation qui doit s'approprier et comprendre. Le rôle du consultant, c'est de faire ressortir les constats, les différentes problématiques, les écarts. Et les employés, le client, avec son équipe de management et ses employés, doit s'approprier, doit comprendre, doit accepter les problématiques. Mais pour ça, elle doit les comprendre. Donc, le plus grand tort du consultant, c'est vraiment d'amener les gens à réfléchir pour que ça soit eux qui soulèvent les constats. J'en ai parlé dans des formations. Là, je ne veux pas m'étendre trop sur ce sujet parce que je pourrais en parler pendant longuement, puis c'est un sujet qui me passionne énormément, mais rendu là, quand tu sais que tu as fait une bonne job, quand c'est pas toi qui as présenté les constats, quand c'est les employés qui ont fait « Ah ouais, c'est vrai qu'on est de même, hein? » Puis là, tu arrives avec ta page de constats à la fin, puis boum, ils sont tous sortis. Curieux. Ah, ben vous êtes bons. Vous êtes bons, vous les avez trouvés, on pense pareil en plus. Donc, je dis, il ne faut pas que le tabletter, puis c'est une étape importante parce que en cours de mandat de diagnostic organisationnel, on a levé des problèmes. Hein? Tu sais, on a brassé des affaires. On a proposé des solutions, on a suggéré des trucs. Là, les gens sont contents. Ils ont des attentes. Et la pire chose qui peut arriver, et c'est probablement une des raisons pour laquelle les consultants n'ont pas toujours la cote, c'est qu'on laisse comme consultant l'équipe s'organiser avec ça. C'est ce qu'on appelle tabletter un rapport. On sait qu'il y a des problèmes, on connaît les solutions, mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Et ça, moi, sérieusement, quand j'entends des consultants, des clients me dire ça, ça me déçoit parce que moi qui arrive après, c'est toujours un effort supplémentaire parce que je dois regagner une confiance. Donc, je ne suis même pas à 0, je suis à -1. Donc, je dois repartir de -1 et rebâtir cette confiance-là. Et c'est souvent ce que le client demande, tu sais, est-ce que tu vas nous laisser tout seul ensuite avec le rapport? Donc, c'est une crainte que les gens ont parce que, malheureusement, il y a trop de gens qui les laissent parce que c'est pas la partie la plus agréable pour tout le monde, puis c'est pas la partie la plus payante non plus pour un consultant. Bref. Je te laisse maintenant, suite à ces 4 trucs et astuces, je te laisse sur 3 conseils il y en aurait plein, là, mais en peu de temps dans un épisode de podcast, je pense qu'ils sont essentiels à ne pas oublier pour faire un diagnostic organisationnel. Faisant suite à la tablette, là, le rapport tabletté, il faut prendre pour acquis que parfois, il va falloir tenir les gens par la main. Il va falloir prendre pour acquis que parfois, on va être dans le très opérationnel. Et ces étapes-là, souvent pour le consultant, c'est du bébé fafa, puis c'est pas à valeur ajoutée, puis c'est pas stratégique, puis c'est pas valorisant, mais c'est les étapes les plus importantes. Si tu n'as personne pour les exécuter, si tu es la personne de confiance, ben écoute, prends pour acquis que c'est une étape primordiale et que parfois on doit prendre les gens par la main. C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, hein.
c'est parce que dans le day-to-day business, les gens n'ont pas prévu de mettre en place des solutions et ils ne sont pas habitués non plus de faire de la coordination et c'est pas naturel pour eux de mettre en application des solutions et de suivre un plan d'action. Donc, comme consultant interne ou externe, tu es la rigueur, tu es celui qui fait l'assurance qualité afin qu'il passe en arrière de tout le monde. Tu passes en avant, mais tu passes en arrière, tu passes la gratte. S'il y a des choses qui restent à faire, si tu peux les faire, tu peux les faire. Puis sinon, tu les fais faire. Donc, ça, c'est vraiment primordial pour moi d'accepter ça. Puis, ça fait quand même une dizaine d'années que je fais de la consultation. Ça fait depuis 99 que je suis dans ma fonction puis que je pratique. Puis vraiment, j'ai aucune gêne à faire ces tâches-là qui sont plus bébé fafa, comme je disais tout à l'heure, moins valorisantes, je dirais comme ça, mais au final, ça fait partie de la job et c'est une partie importante et c'est là que ça avorte beaucoup. Bref, deuxième conseil, surtout si tu n'en es pas à ton premier diagnostic organisationnel, c'est toujours partir d'une page blanche. Même si même si c'est le même mandat dans deux organisations et que celles-ci sont similaires. Tu sais jamais qu'est-ce que tu vas rencontrer, puis il n'y a pas deux organisations pareilles. Puis c'est drôle parce que mes premiers mandats, je me souviens avoir fait dans une entreprise TI, avoir fait un diagnostic organisationnel, puis là, j'avais créé un modèle, et mon triangle que j'appelais opération vente finance. C'était comme une structure avec 3 fonctions de base dans toutes les organisations. Puis là, tu as le président là-dedans qui est à quelque part soit plus opérationnel ou plus développement des affaires, etc. Puis là, je m'étais dit, je vais créer un modèle qui va être répétable. Fait que là, je vais faire comme un design avec ça, puis je vais l'intégrer dans toutes les organisations. Puis, bref, le mandat qui a suivi, oublie ça. C'était impossible de répéter ce modèle-là parce que il n'y a pas une entreprise qui est constituée des mêmes ingrédients. Hein? Même si c'est le même plat, c'est jamais la même recette, puis les ingrédients sont toujours différents. Un petit peu plus d'expertise en ceci, un petit peu plus de force en cela, un petit peu plus d'habileté relationnelle dans celle-ci, un peu moins dans celle-là. Alors, on ne peut pas répéter des choses et on ne peut surtout pas prendre pour acquis la finalité, les constats qui vont en ressortir parce que moi, je dis toujours à mon client, le jour où je vous donnerai la solution avant de commencer le mandat, embauchez-moi pas. Je vais cesser d'être une bonne consultante. Et si vous méprenez à faire ça, prenez un step back ou si vous entendez un consultant dire « Ouais, ça va finir comme ça, ouais, j'en ai vu plein », c'est sûr que c'est rassurant pour le client de savoir où est-ce qu'il s'en va, mais il ne faut pas qu'il sache où est-ce qu'il s'en va. Le diagnostic organisationnel, c'est pour aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme si le médecin disait, avant que tu rentres quand tu franchis la porte, ben écoute, toi, tu as un cancer. Parce que je te vois à face, là, puis normalement, les gens de ton âge qui ont ta face, qui ont ton poids, normalement, ils ont le cancer du foie. Et c'est comme... c'est un peu la même chose. On ne peut pas diagnostiquer. Hein, quand on fait un diagnostic, on cherche une maladie, en fait. Le mot est peut-être... j'ai pas un mot qui me vienne plus précis que ça, mais on cherche une problématique. Parce qu'il y a un symptôme dans l'organisation. On part de quelque part. On n'arrive pas des nus. On arrive quand il y a un symptôme, quand il y a une douleur. Même titre que quand on va rencontrer un médecin. Et mon dernier conseil, c'est d'éviter les surprises. J'en ai parlé un peu dans créer les espaces sécuritaires. Quand tu vas présenter tes travaux, quand tu vas présenter tes constats, assure-toi que les gens qui sont assis autour de la table, tout le monde va être au courant des surprises qui pourraient qui pourraient ressortir, de ta présentation pour lui, là. Fait que, tu sais,
si il y a, mettons, tu proposes une structure ou propose un développement des compétences ou whatever, puis là, il y a une personne qui, elle, va être touchée personnellement, puis elle va l'apprendre en même temps que les autres. Ça, tu fais pas ça, jamais. Tu vas avoir avisé la personne. En fait, c'est important d'aviser la personne en amont. Ça n'a pas besoin de se faire une semaine avant. Des fois, il y a des enjeux puis une certaine confidentialité. On ne veut pas que l'information s'ébruite, circule avant de faire les présentations. Mais la personne, si elle a une surprise ou une émotion qui va ressurgir, elle doit le faire, elle doit être prête. Puis, on peut même aller jusqu'à négocier la façon qu'on va le dire ou lui proposer de le présenter si elle le veut. Alors ça, là, c'est vraiment à toutes les étapes qui va réagir à quoi et faire des rencontres, préparer les gens. Et c'est probablement la chose la plus difficile pour le consultant s'il n'est pas habilité relationnellement. Parce que c'est dur de dire certaines choses à des personnes quand on sait qu'elles vont réagir. Et là, nous, comme consultants, on est pris avec l'émotion de la personne. Puis c'est pas tout le monde qui sait gérer ça. Mais la personne va très, très, très apprécier cette démarche-là, même si c'est un peu cruel pour elle. Parce que moi, j'aime mieux une personne qui est en réaction, je lui donne un peu de temps, je l'accompagne, on se reparle au besoin, que quelqu'un qui me dit « J'aurais aimé ça le savoir avant ». Puis j'accepte pas. Puis le fait que il soit mis devant un fait accompli, ben l'acceptation est beaucoup plus difficile à aller chercher. T'sais, en gestion du changement, on en parle souvent, hein, qu'est-ce qu'on doit considérer et on doit le planifier. Donc voilà, j'aurais pu parler de ça, j'aurais tellement de choses à dire. C'est un épisode que j'ai même pas scripté, j'avais 3-4 mots sur mon papier. Tellement j'ai des choses à dire, puis même si j'en oublie plein, on dirait qu'il s'en dit quand même plein. Écoute, dis-moi comment tu as reçu ça aujourd'hui, si ça te concerne, si tu veux en avoir plus. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir parler de cette expertise-là qui me passionne tellement. Alors, fais-moi savoir si ça t'a touché, si tu fais du déo ou si tu souhaites un jour devenir consultante, puis que là, il y a un frein. Bref, c'est des gens qui m'interpellent le plus, là, c'est dans cette catégorie de gens-là. Donc, n'hésite pas à le faire si jamais l'envie te prend. Donc, voilà, je te dis bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao!